Rappel, donc je commence par le groupe unitaire UN. Donc, et les valeurs propres d'une matrice unitaire se trouvent sur le cercle unitaire et la distribution des valeurs propres du groupe unitaire. Donc j'ai n valeurs propres. La distribution des valeurs propres se donne par la formule suivante. Peut-être préciser que pour le groupe unitaire, il y a la mesure de R. Mais c'est ce que je dis. La distribution par rapport à la mesure de R se donne par la formule suivante. Les valeurs propres sont. Il y a une, quand tu dis θ1, θ2, θk, il y a une. Les valeurs propres sont les. Il y a un ordre, je veux dire, où tu mets un ordre sur les. Mais je n'ai nulle part θk. J'ai E puissance I θk. Oui. J'ai nulle part θk. Non, c'est. On les numéros de façon arbitraire. C'est la numérotation, je trouve. Alors, ça c'est un point un peu subtil. En effet, il n'est pas particulièrement subtil quand on parle des ensembles finis, mais ça devient subtil quand on parle des ensembles infinis, c'est bien de le préciser. Donc, effectivement, c'est mieux de considérer cette mesure comme une mesure sur les sous-ensembles, et non pas comme une mesure sur les cortèges. C'est tout à fait exact. Donc, je l'écris comme ça pour la commodité de l'écriture, mais en effet, c'est mieux de penser à cela comme une mesure sur les sous-ensembles du cercle. Parce que, effectivement, quand on passe à la limite, ce seront les sous-ensembles. Donc l'ordre n'a pas de rôle. C'est une mesure sur les sous-ensembles du cercle. Et voilà, c'est ça la mesure. C'est ça la mesure. Cette mesure peut s'écrire par la formule déterminantale où le noyau, c'est le noyau de Dirichlet. Et ça, c'est, je représente le déterminant de Van der Monde comme le déterminant de Van der Monde, je fais la multiplication des matrices et ça revient à cela. Il y a... Alors, ce qui est bien moins banal, c'est que même les projections de cette mesure, là je considère cette mesure sur n variables, comme il est écrit, mais même les projections de cette mesure, et il faut signaler, Julien, que les projections, tu n'as pas besoin de l'ordre pour définir une projection. Une mesure sur une famille des ensembles de n éléments définit sa projection, une mesure sur l'ensemble de k éléments. Il n'y a pas de souci. Donc les projections, c'est un calcul très élégant que je ne vais pas faire, c'est les projections de cette mesure. Ont-elles aussi la forme donc il y a des constantes qui ne m'intéressent pas. On a aussi la forme déterminant K. Donc exactement la même forme, juste le nombre de variables est maintenant plus petit. Les projections, ça veut dire que tu intègres sur toutes les variables. Tout à fait, voilà. parfaitement.
C'est exactement cela. C'est exactement cela. Donc voilà. Donc les projections ont aussi cette forme. Et donc c'est cela qui permet, c'est cette observation qui permet d'apprendre la limite d'échelle de cette mesure. Donc il y a n valeurs propres sur le cercle. Donc l'observateur se positionne quelque part dans le cercle. Donc il voit n points. Donc le point le plus proche est à la distance 1 sur n. On fait le motéti avec coefficient n et on obtient une mesure sur la droite. Une mesure sur la droite. Et pour obtenir cette mesure, il faut prendre dans cette formule, évidemment, θ égale A. Alors, j'écris toujours cette formule avec une erreur. Donc, la longueur de cercle, c'est 2π, j'ai n points, donc j'écris n sur 2π t. Et en faisant tendre n à l'infini, on obtient sinus pi tellement t prime sur pi tellement. Les moitiés de projection, là. Le 2pi doit être ici. Ça serait les projections qui définissent. Ce sont des trucs qui se relèvent sur des projections sur les coordonnées ordonnées. C'est ce que je viens de dire ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou pas, parce que si tu as un ensemble de n points, tu associes à lui la mesure qui est la somme des sous-ensembles de k points. Et tu peux projeter, et tu peux prendre l'image de la mesure sur cela. Il n'y a aucun problème. Sinon, ça revient tout à fait au même. Tu peux considérer cela comme, tu peux ordonner les coordonnées, prendre cette projection, et puis te rappeler du fait qu'il y a le groupe symétrique qui a G1 en bas. Mais ça revient au même. C'est exactement ce que je dis, que tu prends le sous-ensemble de n points, et tu projettes ce sous-ensemble sur. Donc c'est pas une application, c'est une multiplication. On peut tout à fait prendre le push-forward de mesure par une multiplication, il n'y a pas de souci. Donc tu prends l'ensemble de tous ces sous-ensembles de k points. Dit encore autrement, cette mesure peut se considérer comme ça. Tu prends la somme sur tous les cas, les sous-ensembles de k éléments. C'est exact. C'est multivalué. C'est exact. Ou la même chose, dit en d'autres termes encore, je définis les fonctions de corrélation de mesure de probabilité en disant que la fonction de corrélation, c'est la probabilité d'avoir une particule dans chacun des petits voisinages. Donc, dans chacun des petits voisinages. Et évidemment, si je pense à un sous-ensemble fini, je ne pense pas à l'or, je ne sais pas si c'est la première particule ou la 30e particule, cela ne m'intéresse pas. Donc c'est pour cela, effectivement, qu'il est plus pratique de penser aux sous-ensembles et non pas aux suites. Voilà, parce que pour ça, les fonctions de corrélation, notamment, sont définies aussi pour les mesures sur les ensembles infinis. Et, comme j'ai cette convergence sur la limite, alors j'obtiens à la limite, j'obtiens un processus qui est le sinus processus. Sinus processus, c'est le processus. Sinus processus, c'est le processus sur les sous-ensembles de la droite. Donc, c'est une mesure sur l'espace configuration de R, qui est l'espace des sous-ensembles de R sans point d'accumulation, non pas de point de projection, point d'accumulation, et donc cette mesure est donnée par cette fonction de corrélation, rho L x1 xn, c'est le déterminant de S xi xj, où S x xj, c'est le sinus pi sur pi
Et encore une fois, la fonction de corrélation, qu'est-ce que c'est que la fonction de corrélation? C'est la probabilité infinitésimale d'avoir un point dans chacun de ces voisinages. Attention, la fonction de corrélation, la mesure de corrélation, elle n'est pas une mesure de probabilité. En effet, la toute première mesure de corrélation, c'est la mesure de Lebesgue. Et cela ne contredit à rien du tout. Parce que ces événements ne s'excluent l'un l'autre. Donc ce n'est pas une mesure de probabilité. Est-ce que nous sommes d'accord sur la définition de l'objet du sinus processus? Alors, il y a, comme on voit déjà de l'exemple, il y a un rapport étroit entre le processus et le noyau reproduisant qui le génère. Alors, on peut tout à fait voir que le noyau K θ θ' est le noyau de projection sur, je voulais dire sur les polynômes orthogonaux, c'est pas tout à fait vrai parce que je fais une petite transformation de jauge sur, en effet, je vais mettre K2n plus 1 sur E à la moins IN θ, etc. E à la IN θ. Je vais mettre 2R plus 1 comme ça. R de R plus 1. Et donc, effectivement, donc c'est les polynômes de Laurent de degré au plus n. Alors, effectivement, mais en effet, ça change très peu. On peut penser à ça comme un polynôme trigonométrique. Ce serait juste une petite transformation. Donc, tout se multiplierait par une exponente, par un exponentiel complexe de module 1, donc rien ne se changerait. Je veux juste dire une évidence, qu'une fonction dans cet espace, si cette fonction s'annule sur chaque point de la configuration, alors cette fonction est nulle. Effectivement, c'est un polynôme à n racines, et un polynôme de degré n-1 à n racines, c'est un polynôme nul. Alors, prenons la limite d'échelle dans cet énoncé. Et on obtient donc déjà le noyau S, c'est aussi un noyau de projection. Donc le noyau S projette sur l'espace de P-binaire, donc le noyau S, le noyau du sinus, et le est une projection, induit une projection sur l'espace de P-binaire. Sur l'espace de P-binaire, qui est l'espace de fonction dans un EDR, tel que la transformée de Fourier est dans moins de moins. Et ça se voit déjà d'ici. Si on regarde ici, ça se voit déjà ici. Mais le projet de L2R dans L2R tel que la transformée de Fourier dans. C'est ça. Mais c'est ce qui est écrit, non? Oui, c'est l'espace de base, je ne savais pas d'où il partait, mais où est-ce que ça arrive? Je suis d'accord. L2R. Comment ça se voit ici? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça se voit déjà ici. Ben, en prenant la limite d'échelle des espaces. Le polynôme du Fourier devient une série de Fourier et les fréquences sont limitées. Ah, attends, tu dis parce que. Ah, c'est ça. Donc ça peut vraiment se passer. Ça se voit directement, évidemment, mais ça se voit aussi en faisant une limite d'échelle. Voilà. Alors, maintenant, je passe à l'énoncé suivant. Donc, comme j'ai dit, si un polynôme de degré
n-1 s'annule dans n points, c'est un polynôme nul. Alors, l'analogue de cet énoncé, c'est un théorème de gauche. C'est un théorème de gauche qui dit que si une fonction, donc pour presque tout x, par rapport au sinus processus, donc j'efface cela. Donc, pour presque tout x, presque par rapport au sinus processus, c'est ça la mesure. Donc c'est ça donc ça c'est la fonction de corrélation. Corrélation ou est-ce qu'il y a un accent? Il y a un accent. Corrélation du sinus processus. Donc pour presque tout x, et toute fonction de P linéaire, si la fonction sur x est nulle, alors la fonction est nulle. Et en effet, en collaboration avec Yanshi Xiu et Alexander Chamov, on a démontré la même chose pour tout processus déterminantal. En effet, c'est vrai, dans cet énoncé, la seule chose qui est importante, c'est la propriété déterminantale. C'est vrai pour tout processus déterminantal en tel énoncé. Dans le noyau avec un projecteur. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Donc, alors, maintenant, on va se poser la question inverse. Alors, évidemment, si je prends pas n points, mais n-1 points, alors il y a un polynôme qui s'annule dans tous les points sauf 1. Juste l'espace, c'est quoi? On dit c'est généralisé à tout. Qu'est-ce qui remplace pas les mineurs? Parce que c'est quand même ça qui est... Ce que tu veux. Alors, ok, tu parles de N2, tu passes dans un processus déterminantal induit par une projection. C'est ça le théorème. D'accord. Qu'on a raconté ici de nombreuses fois. Oui, c'est ça. J'étais pas là. Donc, alors, dans tous les cas, oui. Donc, c'est en pleine généralité. N'importe quelle projection, c'est vrai. Projection avec un noyau, évidemment, parce que sinon, ça n'induit pas le processus déterminantal. N'importe quelle projection qui induit un processus déterminantal. Alors, je reprends. Pour les polynômes, si je prends tous les points sauf 1, il existe une fonction qui s'annule dans tous les points sauf 1. Donc c'est un ensemble non seulement complet, en effet il y a une terminologie spéciale là-dessus, un ensemble des points, s'il y a un espace de Hilbert général avec un noyau, un ensemble de points se dit complet si les noyaux reproduisants paramétrés par cet ensemble engendrent tout l'espace. Donc dans ces termes-là, donc de façon équivalente, le théorème de gauche peut se formuler comme ça. Les noyaux reproduisants, donc les noyaux reproduisants de S comme ça, les fonctions comme ça, ou les X, le paramètre, donc le paramètre c'est dans X, donc sont en ensemble dense, pour presque tout X, encore une fois, sont en ensemble dense, en ensemble, comme ça, est un ensemble dense, est un ensemble dense dans P linéaire. Ça c'est l'équivalent. Alors, dans le cas des configurations finies, c'est un ensemble dense, mais c'est aussi un ensemble minimal. Si on enlève un noyau, l'ensemble n'est plus dense. Et alors, le résultat principal pour aujourd'hui, c'est que pour le sinus processus, c'est vrai presque. C'est vrai presque. Alors, en effet, il faut juste... C'est un ensemble donc complet, mais ce n'est pas un ensemble minimal, dans la mesure où c'est un ensemble avec, que je me suis permis d'appeler avec excès en. Donc, c'est-à-dire que
l'ensemble, donc pour presque tout x, et tout point P dans X, l'ensemble X moins P est complet et minimal. Est complet. Donc, d'une certaine manière, il y a un point de trop. En le disant encore d'une autre manière, évidemment, l'ensemble Z est complet et minimal pour l'espace de Pellé binaire. En effet, les noyaux reproduisants sinus pi x moins k, k dans Z est une base orthogonale. Est une base orthogonale pour Pellé binaire. Ce qui s'appelle le théorème de Kotelnikov. Or, évidemment, on a la formule. Z est égal au produit et pour expliquer le théorème dans les termes très imprécis, je veux dire que si, au lieu de ce produit, on prend le produit le long des particules du sinus processus, alors là, ce produit-là ne donnera pas de fonction intégrable au carré. Donc pour Z, il y a trop d'élimination mutuelle. Il y a beaucoup de symétrie, évidemment. Z, c'est un ensemble très symétrique. Donc les choses s'annulent bien et on obtient un ensemble, une fonction intégrable au carré. Mais cela ne sera pas vrai en général. En effet, le même théorème formulé dans d'autres termes, peut être formulé comme ça. J'associe à ma configuration, donc je prends une configuration X dans l'espace de configuration, et j'associe à cela une fonction Jx de t qui est le produit en moins t sur x dans x. Évidemment, presque sûrement, x n'est pas 0, donc il n'y a pas de problème. Et donc, cette théorème, de façon équivalente, l'équivalence n'est pas tout à fait évidente, mais elle est vraie, de façon équivalente, donc cette proposition peut se reformuler comme cela. La fonction... je note ça et je note aussi GXP, c'est le même produit, mais X moins P, et GXPQ, c'est le même produit, X n'est pas P, n'est pas Q. Alors, de façon absolument équivalente, cette proposition peut se formuler comme cela. GXP n'est pas dans L2, et en effet, GXPQ est dans Pellé binaire. Pourquoi c'est absolument plus pourquoi c'est équivalent à cette proposition? Ah non, c'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être je vais l'expliquer quand procède l'exposé, mais je veux dire que
cette suite, donc si je prends mon sous-ensemble X moins P, qui est l'ensemble donc complet et minimal, mais si j'ai ça c'est purement dans les espaces d'Hilbert, si j'ai une suite des fonctions dans un espace d'Hilbert, je peux prendre une suite bi-orthogonale qui est complète et minimale. Je peux prendre une suite bi-orthogonale. Qu'est-ce que c'est que la suite bi-orthogonale? J'ai ma suite des vecteurs dans un espace d'Hilbert, je prends un vecteur et je le projette sur le complément orthogonal de tous les autres. Et je n'ai pas 0 parce que c'est minimal. Il n'est pas dans le sous-espace engendré sur les autres, donc il y a la composante dans l'espace orthogonal, dans le complément orthogonal. Or, exactement, donc si je prends X dans cela et je prends la famille des noyaux reproduisants, alors la famille bi-orthogonale, c'est exactement la famille GXP. GXP, pardon, je ne que ça, Q, pardon, excusez-moi, pas Q. Q dans X, GXP, Q. Q dans X moins P. C'est ça la famille bi-orthogonale. En effet, c'est ce que je dis, j'exige que la fonction s'annule dans tous les points. J'exige qu'il faut mettre quand même Gx. Il faut diviser par la valeur en Q parce que j'ai normalisé pour que ce soit soit 1 dans 0 et pas dans Q, mais bon, quand même. Bref, voilà. Donc ça, c'est la famille bi-orthogonale. Donc, et en effet, ce qu'on vérifie, c'est cela. C'est ces deux choses qu'on vérifie. Et je vais peut-être l'expliquer un peu plus tard. Ça suit des considérations assez abstraites que si cette fonction est intégrable carré, alors forcément elle doit être dans P linéaire. Ça je l'explique. Alors voilà l'énoncé du théorème. Est-ce que j'ai été clair sur l'énoncé? Moi je voudrais que tu refasses une couche sur la bi-orthogonalité. Tu as fait orthogonalité, mais tu n'as pas... Pardon, encore une fois, pardon, je reprends. Alors, soit H espace de Hilbert, donc Vn dans H, famille complète et minimale. Complète et minimale. Et minimale. Donc elle engendre tout H, et si on enlève en vecteur, ça n'engendre plus tout H. Et je dis que ce sont des vecteurs de longueur 1. Alors, je prends Vn et projetons Vn sur Vl sur le complément orthogonal de Vn n différent de L. Ça me donne un vecteur WL. Et donc, c'est un système bi-orthogonal. Je normalise d'une façon appropriée. C'est le système bi-orthogonal dans la mesure où VI WJ est égal à delta J. Mais là, je ne dis que des choses élémentaires, c'est ça. En théorème qui a une démonstration brève, mais qui est tout à fait non trivial et brillant, c'est que dans l'espace de P binaire, cette famille bi-orthogonale est elle aussi complète. Ce n'est pas du tout une propriété abstraite. En effet, il est très simple de donner un exemple, que si je prends dans un espace d'Hilbert L de petit Vn égale E1 plus En, alors la famille bi-orthogonale n'est pas complète. Donc c'est tout à fait... Ça c'est une petite digression, ça je n'utilise pas dans la preuve. C'est ça. Tu as toujours vraiment besoin de normaliser a priori, parce que Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, mais c'est pas sur cela que ça joue. Je veux dire, il n'est pas du tout a priori clair, et en effet, il est faux que la famille Wn, elle, sera aussi complète. Elle est minimale, elle est forcément minimale, par définition, elle est minimale.
si j'enlève un point, alors je n'engendre pas l'autre que je veux. Voilà. Mais elle n'est pas forcément complète. En effet, dans l'espace de pléonnaire, c'est vrai. Mais c'est un théorème brillant de Young. Théorème de Young, c'est que si je prends qu'est-ce que ça veut dire dans l'espace de pléonnaire? Si Vn sont les noyaux reproduisants dans l'espace de pléonnaire, alors Wn est forcément une famille complète. Ça, je ne l'utilise pas, c'est juste pour donner le contexte. Voilà. Donc ça, GXPQ, c'est ma famille biorthogonale, et en effet, la preuve procède comme cela. Je démontre que GXP n'est pas dans L2, et GXPQ l'est. Et GXPQ l'est. Et en effet, cela c'est un énoncé assez général, cela est vrai dans une généralité bien plus grande, mais ça, par contre, c'est, au moins pour le moment, c'est très spécifique au sinus processus. C'est très spécifique au sinus processus. Alors. Comment, pardon? C'est des choses que vous voulez faire avec Yamchi? Non. Ça c'est autre chose. Donc, avec Yamchi, on a démontré la complétude des noyaux reproduisants en toute généralité, avec Yamchi et Chamov. En toute généralité. Mais là, c'est spécifique au sinus processus. Alors, maintenant, j'explique les éléments de la preuve. En effet, ce sur quoi je vais jouer, c'est le théorème de la limite centrale. En effet, maintenant, permettez-moi d'abord d'être très imprécis pour chercher à donner l'idée. L'idée, c'est que, alors, il faut que je démontre que GXP n'est pas dans L2. C'est ça qu'il faut que je démontre. Que GXP n'est pas dans L2. Ce qui revient même à dire que GX sur racine 1 plus P carré n'est pas dans L2. Ça, c'est une reformulation équivalente. Alors, comment je vais démontrer ça? On note, donc, tout le jeu, c'est sur les fonctionnels multiplicatifs. En effet, la propriété déterminantale est extrêmement utile en ce que elle permet de considérer les fonctionnels multiplicatifs. Il faut dire que la fonction Gx, c'est l'analogue, dans ce contexte, du polynôme caractéristique. Si on réfléchit un petit peu, si on écrit le polynôme caractéristique, on fait limite d'échelle, on obtient ça. Donc c'est l'analogue du polynôme caractéristique. Si vous voulez, on peut aussi dire que, d'une certaine manière, c'est un petit frère de la fonction zeta, parce que c'est vrai que c'est tout à fait vrai que, au moins c'est vérifié dans les expériments, dans les simulations, que les zéros de la fonction zeta se comportent comme les réalisations du sinus processus. Mais bref, Gx c'est un analogue direct du polynôme caractéristique. Et donc la question que je me pose maintenant, c'est comment se comporte le polynôme caractéristique d'une matrice aléatoire, même d'une matrice aléatoire hermitienne. C'est une question qui a été très étudiée. Et alors, il y a un comportement chaotique très spécifique que je vais maintenant décrire. Qui d'ailleurs a des rapports très étroits avec le chaos multiplicatif gaussien de Jean-Pierre Carme. Alors, maintenant, effectivement, ce qui est très commode pour ce formalisme, c'est que la propriété déterminantale se joue bien avec les fonctionnels multiplicatifs, donc les produits sur les particules. Et c'est sur ça qu'on va jouer beaucoup. Pour le moment, quand même, je prends non pas Gx, je prends le logarithme de Gx. Et aussi, ça c'est un point purement technique, mais c'est plus pratique pour moi. Je vais bouger un petit peu X dans le plan complexe. C'est un point purement technique. Donc ça, c'est la somme sur les particules de logarithme
Et là, j'écris T, mais j'écris D, pour une raison qui sera claire ensuite. D moins X au carré. Donc c'est ça. Alors, pour D suffisamment grand, cette quantité-là satisfait au théorème de la limite centrale. En effet, c'est un phénomène très général pour les matrices aléatoires, le processus déterminantal. Le théorème de la limite centrale a lieu en très grande généralité. La variance de cette variable aléatoire va être, de cette somme, la variance de cette somme va être le logarithme de D. Logarithme de D. Pardon, excusez-moi, 4 logarithmes. 4 logarithmes de 2. Si je, parce que j'ai pris 2, j'ai écrit 2 ici, c'est pour ça. Si je ne mets pas 2, ce sera 1 logarithme de 2, comme j'ai pris 2, c'est 4 logarithmes de 2. Alors, maintenant, ça commence à devenir déjà assez clair. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que j'ai 4 logarithmes de D? Ça veut dire que la probabilité que cette quantité est plus grande, alors, je divise par racine je divise par T finalement. Donc je veux que cette quantité soit plus grande que 2 logarithmes de D. Que 2 logarithmes de D. Donc faisant le calcul, E à la moins 2 logarithmes de D au carré sur 2 fois 4 logarithmes de D, alors j'ai 1 sur racine de D. Donc la probabilité que cette quantité est de taille 1 et de taille une constante, de taille 1. Cette probabilité est 1 sur racine de D. Et bon, évidemment, la série 1 sur racine de D diverge. Donc, par le lemme de Borel quand elle est inverse, vu que cette série diverge, cette variable aléatoire atteint la valeur d'une constante en nombre infini de fois, et donc du coup, si une fonction à valeur 1 un nombre infini de fois, c'est pas une fonction intégrable carré. C'est une fonction qui devient bornée inférieurement en nombre infini de fois, c'est pas une fonction intégrable carré. Et voilà, on peut finir l'exposé là, c'est la fin de la démonstration. Alors, quel est le pas le plus important à justifier? Que Gx existe. Comment? Que Gx existe. Non, que Gx existe, ça c'est une évidence. Non, que Gx existe, c'est vraiment une évidence. Je ne sais pas si c'est plus important, mais le Borel quantelle inverse. C'est ça. Mais bien sûr. Le Borel quantelle inverse, c'est pas du tout. Donc, on fait un petit rappel. Que si il y a des événements à L dans un espace de probabilité tel que la somme des à L converge, alors on sait que presque sûrement on a l'intersection des unions des à L à la probabilité 0. Donc voilà, les AL, il y a seulement un nombre fini des AL qui ont lieu. Ce qui me faut, c'est l'inverse. Si la probabilité est infinie, alors cette probabilité est 1. Ce qui est tout à fait vrai quand ils sont indépendants et tout à fait faux quand ils ne le sont pas. Et donc, tout le jeu, c'est de comprendre à quel degré ces événements-là, donc ces statistiques-là, sont indépendantes. Est-ce que ton variable à L est négativement correct? Non. Or, justement,
Alors, ça c'est une excellente question, et c'est ça qui explique effectivement, c'est ça qui explique une difficulté qui m'a bloqué pendant pas mal de temps. Alors, et il faut que je dise tout de suite d'ailleurs, que l'approche que finalement j'ai suivie, c'est l'approche où je suis l'article de Argan, Bellus et Bourgade sur le polynôme caractéristique des matrices aléatoires, mais qui eux pourtant suivent un travail de Nicolas Kistler. Et quand j'ai trouvé ce travail de Kistler, je regardais, je me suis dit, ah mais c'est un super travail, c'est un super travail, mais où a-t-il écrit cela? Et je regarde et je lis, cher Morlaix, ici en 2013, j'étais là mais je n'avais pas suivi le cours. Donc il faut absolument suivre le cours aussi. Donc, alors, cela m'aurait épargné peut-être 6 ans. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le degré de l'indépendance, le degré de l'indépendance de ces variables aléatoires. Mais alors, c'est là que le A va jouer déjà ou... Non. C'est un point purement technique que je vais expliquer après. C'est un point purement technique et en effet, ce serait bien de démontrer que ça ne sert à rien. Mais c'est une normalisation pour que les hautes fréquences ne jouent pas de rôle. Donc quand je mets ce A, c'est une fonction dont les fréquences ont une décroissance exponentielle et c'est ça qui... C'est un point inconvénient techniquement. Mais en effet, ça ne devrait pas vraiment jouer. Alors, ces variables, comme je dis, sont plus ou moins gaussiennes. Mais même, et elles sont aussi positivement corrélées. Et là, maintenant, vient l'observation. Si les variables gaussiennes sont... Donc, si D sont très loin, par exemple, D est juste pas 1 million et un autre D 2 millions. Donc, ce sont très grands et la différence entre les D est comparable à la taille des D. Alors la fonction de corrélation, ce sera une moitié. Donc, une constante positive. Or, si j'ai deux variables gaussiennes positivement corrélées, avec corrélation une moitié, tant pour dire, mais moi je m'intéresse aux grandes déviations de mes gaussiennes. Aux grandes déviations. Alors, les grandes déviations, donc la grande déviation, c'est des événements que la gaussienne est très grande. Les grandes déviations, elles, sont très positivement corrélées. Beaucoup plus que les variables elles-mêmes. Donc ça se voit très bien du dessin. Donc si j'ai prenons x, y, ce sont deux gaussiennes, et prenons deux gaussiennes positivement corrélées. Donc j'ai par exemple, je ne sais pas, x, et l'autre c'est x plus y. Donc l'événement de la grande déviation pour x, c'est cela, c'est ce demi-plan-là. La grande déviation pour x plus y, c'est cela. Donc si on prend l'intersection, on a évidemment le produit, mais on a aussi cela. Et cela c'est beaucoup plus grand. Parce que là l'autre est plus petit. Ça c'est beaucoup plus grand que le produit. On peut faire aussi des calculs et ça se voit très bien. Que si les deux gaussiennes ont une corrélation positive, alors les grandes déviations ont une corrélation presque 1. Donc c'est cela exactement que non seulement, n'est-ce pas, négativement, c'est très corrélé. Et en effet, il faut jouer d'une autre manière. Il faut suivre donc Argan, Bellus, Bourgade. Il faut couper, et moi aussi je vais couper cette partie-là, c'est dans la prépublication. Il faut couper les fréquences. Il faut faire un découpage dans l'espace des fréquences. Et c'est cela que je vais entièrement couper. Donc effectivement, ces variables aléatoires ne sont pas indépendantes, mais si l'on coupe des fréquences, elles sont indépendantes d'une façon très élégante. Et donc, justement, je remonte à Argan, Bellus, Bourgade et Kistler. Il faut penser à cela comme aux sommes des variables indépendantes le long d'un arbre. Alors, j'explique ma pensée de façon très précise. Donc, je ne vais pas expliquer précisément, c'est dans la prépublication, pourquoi ce modèle correspond à cela. Ça, je ne vais pas l'expliquer.
Par contre, j'explique le modèle, j'explique, si vous voulez, l'idée de comportement de ces variables aléatoires. Alors, prenons un arbre binaire. Ça, c'est le travail de Kissler. De Kissler, tout à fait, parfaitement. Dans le cadre de la chaire Morley. Oui, absolument. Absolument. C'est dans les comptes rendus de la chaire Morley. Donc, prenons un arbre binaire. Un arbre binaire. Fini. Un arbre binaire fini. Ça s'appelle binaire, là, ouais. Tu as dessiné 4 branches du même. C'est des branches qui se divergent. Voilà les 4 branches. Et ainsi de suite. Donc, c'est un arbre binaire. Et dans chaque sommet, je mets une gaussienne standard indépendante, tous indépendantes. Et je m'intéresse aux sommes. Je m'intéresse aux sommes. Donc, SW, c'est XWN, W1 plus XW1, W2, etc. Je m'intéresse aux sommes. Alors, le fait reste, et on peut le démontrer, c'est ça que démontre Kissler dans le livre, on peut démontrer que, alors, évidemment, la variance de la somme, c'est n. Mais attends, la somme, tu sommes sur un bout Sur la branche. Sur une branche. Sur une branche finie. Sur une branche. C'est les sommes, donc j'ai deux n variables. Chaque variable a variance n. Donc, si on fait le calcul, on peut tout à fait voir que, n'est-ce pas, imaginons que ces variables sont indépendantes, non Alors, je dis autre chose. Imaginez, donc SW est plus grande que logarithme de n racine de 2, c'est ça. Alors, mais c'est ça, cet événement-là a lieu une infinité de fois. Il y a un logarithme de 2 quelque part il y a logarithme de 2 aussi quelque part. Attendez, donc je mets et mon alpha carré, n'est-ce pas, alpha carré n carré sur 2n. Donc il faut que donc cela doit être c'est quoi le... Je veux dire que là, donc, attendez, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, donc je ne comprends pas. Alors, je veux dire que je prends que cela c'est plus grand de alpha n, et je veux dire que la probabilité de 2n de ces... Ah oui, voilà, ça y revient. 2n de ces probabilités, soit de taille 1. Voilà, c'est ça. Donc, alpha n ou alpha log de n? Tout à l'heure, tu as dit un log. Non, c'était l'erreur. Non, alpha n. Non, parce que n c'est lui-même le log. C'est ça effectivement qui m'a confondu. Donc n c'est lui-même le log. Un alpha tel que... Oui. Tel que 2n fois cela soit comparable à 1. N carré sur n, ça fait... N carré sur n, ça fait n, effectivement. Et donc, effectivement. Et donc, j'ai finalement, voilà, c'est ça. 2 racines de log 2. Est-ce que c'est bon là? Oui. Racine de 2 log 2. Donc si c'est... Donc, alors. Okay, donc... Là, elles étaient bien indépendantes. C'est ça, là, tu t'es baladé dans... Alors. Excusez-moi, je reprends. Donc je dis que si... Donc, si je prends P de SW plus grand que 2 racines log 2 plus epsilon n. Je prends log de ça.
que je divise sur log de n, alors ça, ce sera négatif. Voilà, ça, ce sera négatif. Donc en pratique, la constante, tu t'en fous un peu quand même, non? Du 2 log de 2. Non, absolument pas. Ah non, 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 absolument pas, c'est exactement le contraire. C'est la constante que je veux. C'est la constante qui va m'assurer les divergences. Non, c'est absolument la constante que je veux. C'est absolument la constante que je veux. Donc si j'ai cela, alors cette probabilité-là décroît avec une grande rapidité. Je veux dire, probabilité de ce qu'il existe en W. Et parce qu'attends, les Gaussiens, du coup, là c'est juste les grandes déviations, mais et la moyenne c'est 2 log de 2, c'est ça Laissez-moi finir et après je reprends. Donc ça c'est juste une borne triviale. Ça c'est juste une borne triviale qui suit du fait que alors évidemment la probabilité pour W fixe donc j'ai 2n cette probabilité là. Cette probabilité-là est plus petit que... Donc, a une petite décroissance exponentielle. Et moins delta. Donc, c'est ça. Et c'est ça le calcul que je fais. 2n fois e à la moins alpha au carré. Voilà, c'est ça. Nous sommes d'accord. Mais ce que je veux, c'est l'inverse. Donc, ça c'est... Je n'utilise rien du tout. Ce que je veux, c'est l'inverse. Que si je prends epsilon négative, alors là, cette probabilité va vers 1. Bah, c'est pas du tout... Il n'y a aucun bien sûr là-dessus. Il n'y a aucun bien sûr. C'est ça qui fait le travail de Kistler. C'est là où il faut utiliser l'indépendance. C'est ça, justement, c'est ça le discours où je reviens. C'est là où il n'y a pas du tout de bien sûr ici. C'est un travail tout à fait subtil. C'est qui la somme S oméga? C'est ça que je comprends pas. Elles sont Pardon? indépendantes, les valeurs, les XO. J'ai pas compris. C'est dans la somme, X oméga 1, ça Oui. c'est la variable aléatoire que tu as mise sur le premier sommet. La deuxième, Parfaitement, voilà. parfaitement. X oméga 1, 1 10 oméga 1, oméga 2, c'est celle que tu as mise sur Oui, le bien deuxième sûr, sommet. bien Elles sûr. sont indépendantes. Tout à fait, parfaitement. Et donc les X sont indépendants, Voilà. mais les S, non. Les SW, ils sont pas. Et les SW, non. Ah, c'est la probabilité qu'il existe oméga. Oui. Et les SW, non. Ah, il existe. Ah, C'est ça. attends. Donc, mais, alors, et c'est ça exactement le jeu, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Alors, parce que si je prends deux branches, ces deux branches, à un moment, elles divergent. Une fois qu'elles ont divergé, elles sont indépendantes. C'est clair. Donc, l'important, c'est de mesurer. Donc, et là où elles n'ont pas divergé, elles ne sont pas indépendantes. C'est clair aussi. Donc, et c'est ça, c'est cette indépendance hiérarchique qui fait le jeu. Donc, il y a la décorrélation à partir d'un moment aléatoire, mais en effet, ce moment aléatoire, il arrive assez vite. La plupart des branches deviennent indépendantes très rapidement. Donc, il faut faire le calcul par ce fragment de coïncidence, et il faut en effet prendre le logarithme. C'est la longueur logarithmique qui joue. Donc, il faut noter cela. Donc, si n c'est la longueur de la branche, il faut noter cela n puissance θ et jouer un peu sur θ. Ça, c'est un petit exercice que je laisse. Je laisse la lecture dans la prépublication dans le livre de Kistler ou dans la prépublication, c'est fait aussi. Mais c'est ça, c'est exactement cela le jeu. C'est exactement cela le jeu. Donc, je reprends. Les variables aléatoires qui sont ici, les variables aléatoires qui sont ici, je découpe les fréquences, et alors les fréquences se comportent comme cela. Mais parce que, tu vois, pour tout oméga, si je somme sur un nombre, j'ai n variables aléatoires indépendantes,
Tout à fait. Le 2, racine de 2 log de 2, c'est la moyenne quand même, hein, des variables, de chacune d'entre elles. C'est ça que tu fais quand tu fais tes calculs. Non, Non, pas du tout. ah, c'est pas Non, ça. pas du tout. Non, la moyenne, c'est zéro. C'est zéro. La moyenne, c'est zéro. Non. Il y a quelque chose dans la notation qui n'est Ah, peut-être oui, pas non, clair. non, non, La moyenne, c'est zéro. Non, là, c'est de ça que cela vient. Donc, alors, encore une fois, c'est peut-être ça, effectivement, c'est bien de le préciser. J'étudie l'événement où cette somme est... Alors, tout le monde sait que la variable gaussienne, c'est un peu plus ou moins dans le voisinage de racine de la variance. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que cette variable aléatoire est taille comparable à sa variance. On dit, par exemple, dans le texte, on dit sick points. On veut quand elle saute beaucoup, quand elle est de la taille de la variance. C'est peu probable, effectivement, mais j'en ai beaucoup. C'est peu probable, mais j'en ai beaucoup. J'ai compris. Voilà. C'est le 2 puissance n, c'est le nombre de... Voilà. C'est ça, 2 puissance n, c'est le nombre. C'est le nombre de non-nuls. Oui, mais c'est pour ça aussi que je fais confusion, parce qu'effectivement, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais log n, log 1, donc n, voilà. 2 puissance n, c'est le nombre de variables aléatoires. Ah, oui. C'est peut-être plus intuitif, en effet, peut-être j'aurais dû, mais je ne vais pas faire. Je vais pas le faire. Plus intuitif si on écrit en termes de n. Voilà, donc, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, alors, maintenant, comme j'ai dit, la partie technique de l'argument, c'est que ces variables aléatoires, paramétrées par D, elles ne sont pas indépendantes, mais si je découpe dans l'espace des fréquences, alors elles le sont de cette façon-là. Si D sont trop proches, alors les fréquences, il y a une corrélation. Si D sont éloignées, alors il n'y a pas de corrélation. C'est ça. Et je ne veux pas plus en détail, c'est dans la prépublication. Ah, Par contre... C'est quoi juste la profondeur de l'arme? C'est les fréquences ou pas? C'est les fréquences. Ah, C'est les fréquences, exactement. La profondeur. Donc ça c'est les fréquences. C'est ça, c'est voilà, c'est ça, c'est les fréquences. Donc plus tu vas profond dans l'arme, plus tu vas haut en fréquence. C'est ça que... Bas. Bon. C'est les fréquences basses qui jouent. C'est les fréquences basses qui jouent ici. C'est les fréquences basses. Donc c'est à cela que sert A. C'est que ici les fréquences hautes ne jouent pas du tout. Et en effet, je pense qu'elles ne jouent pas de toute façon. C'est un point purement technique. Mais ça, j'ai pas de. Donc voilà. Et donc pour conclure, je fais juste quelques petits points. Alors, d'abord, je veux dire que quand même, quel est le point sur... Parce que quand je dis je calcule les espérances, je dis que cette variable aléatoire est gaussienne. Pourquoi est-elle gaussienne? Comment je fais ça? Alors ça, je vais l'expliquer. Et ça, en effet, ça c'est l'ainsi dit théorème fort de Ségueux. Théorème fort de Ségueux. Là aussi, il y a une très belle histoire sur le théorème fort de Ségueux. Théorème fort de Ségueux. En effet, donc il y a deux théorèmes de Ségueux, et il a démontré un théorème dans le tout début de sa vie. Il avait 19 ans, et il était au front de l'Est de la Première Guerre mondiale, dans l'armée autrichienne. Peu de choses se passaient dans le front, donc il pouvait tranquillement s'occuper de... Enfin, donc il a écrit là, et donc et l'autre, celui-là, il l'a fait aux années 50, quand il avait déjà son âge, il était à Stanford, donc c'est vers la toute... Donc les deux théorèmes de Ségueux, c'est vraiment le début de sa carrière et la fin de sa carrière. Ce dont j'ai besoin, je vais formuler une limite d'échelle du théorème de Ségueux, en effet d'une formule de Borodino-Kunkov, et donc limite d'échelle dans la formule de Borodino-Kunkov. Je veux juste formuler, je ne vais pas donner l'épreuve. Là aussi, il y a une belle histoire, parce que Borodino et Kunkov ont découvert cette formule l'an 2000, ou 2000 quelques, et après, il a été découvert que cette formule avait déjà été découverte par Geronimo Case l'an 79. Quand l'année où j'étais né, Kunkov avait 10 ans et Borodine 5, quelque chose comme ça. Donc, mais personne n'avait fait attention à ce travail, et donc c'est 2000 qu'ils ont redécouvert, et alors là on a compris qu'en effet ce travail est extrêmement utile. Ils sont pas. Donc,
Alors, je vais formuler cela, je vais formuler directement la limite d'échelle, je ne vais pas formuler, sinon ça va prendre trop de temps, je vais formuler directement la limite d'échelle donc, pour le sinus processus. Je prends l'opérateur continu de Toeplitz, et un opérateur continu de Hankel. Et donc, l'énoncé dont j'ai besoin, c'est l'énoncé suivant. Je prends une fonction j qui est égale à e puissance phi, qui est égale à e puissance phi plus phi moins, ou la transformée de Fourier de phi plus, vu dans la série droite positive, et la transformée de Fourier de phi moins dans la série droite négative. Et je dis que le déterminant par rapport au sinus processus, donc l'espérance par rapport au sinus processus du produit de G de X est égal au déterminant de Toeplitz, Ça, c'est plus ou moins par définition, mais par contre, cela est égal, et c'est là où on va voir le théorème de la limite centrale, cela est égal à exponentielle de 2pi. Ça, c'est le terme principal, ça, c'est le premier théorème de Suger. Après, il y a le terme de correction. C'est le produit phi plus, phi moins par rapport à la norme de Sobolev, donc phi plus, donc phi psi par rapport à la norme de Sobolev, c'est le, je vais écrire phi par rapport à la norme de Sobolev, c'est ça, ou ce qui revient au même, c'est cela, et donc c'est cela, je réponds à la question d'où vient le A, c'est pour que la norme de Sobolev soit finie. Donc, c'est cela la norme de Sobolev, et on peut voir qu'ici, si je ne prends pas de A, alors la norme de Sobolev sera infinie. Les hautes fréquences vont nuire, et je pense qu'elles ne jouent pas de rôle, mais en effet, enfin, je préfère laisser comme ça. Et donc, après, il y a l'erreur, c'est là où interviennent, donc il y a ça c'est le théorème de Seger, mais il y a aussi l'erreur, et c'est là où interviennent Borodin, Konkoff, Geronimo Case, c'est qu'il y a le déterminant en moins. Enfin, il y a un terme d'erreur qui s'écrit dans les termes des déterminants de Hankel. Je fais référence à la vraie publication. Le fait essentiel, c'est qu'il y a cette forme quadratique. Donc, par exemple, si je mets lambda ici, alors j'aurai lambda au carré, et c'est cela qui correspond au théorème de la limite centrale. Si je mets lambda ici, donc si je calcule le moment exponentiel, alors ici, j'aurai lambda carré, et c'est de cela où vient le théorème de la limite centrale. Et après, le problème technique, c'est d'estimer le terme d'erreur, mais ça, je n'en parle pas. Si c'est un terme d'erreur, il n'y a pas un plus quand même Si lambda est réel, c'est un moment exponentiel. Si lambda est imaginaire, tu auras le moins. Donc tout correspond. Donc il y a donc les signes correspondent. Donc les signes correspondent. C'est la forme bilinéaire. Pas la forme hermitienne, c'est la forme bilinéaire. Donc, il y a ça. Donc, c'est sur cela que repose tout le calcul. Et la toute dernière observation que je veux faire, c'est que le point absolument essentiel dans tous les calculs, c'est la caractérisation des mesures conditionnelles de sinus processus.
donc les mesures conditionnelles du sinus processus, c'est le fait que si je fixe la configuration, ça, ce que je racontais à ce même tableau de nombreuses fois, si je fixe le sinus processus dans le complément d'un intervalle, alors la mesure conditionnelle a cette même structure, le Vandermonde fois ses fonctions Gx. Donc le fait que la mesure conditionnelle a cette forme-là, précisément correspond au fait que, par exemple, cette fonction-là doit appartenir à l'espace de Pelley-Wiener, parce que les mesures conditionnelles approximent les mesures non conditionnelles, et donc ces polynômes-là approximent cette fonction-là, donc c'est sur cela que ça joue. C'est cela qui correspond à ce Pelley-Wiener. Et donc là, je vais terminer en formulant un théorème qui suit de formalisme développé. Alors, ce que je racontais en parlant de ces mesures conditionnelles, c'est que le sinus processus est quasi invariant par l'action des difféomorphismes au support compact. Ça suit de la forme des mesures conditionnelles. Mais alors, évidemment, un tel théorème ne peut pas être le théorème optimal. Donc, il est clair que si le difféomorphisme est très proche d'un difféomorphisme au support compact, il doit pouvoir aussi conserver la classe de la mesure. Et en effet, donc j'ai un résultat là-dessus, et c'est sur celui-là que je vais clore. Donc, le difféomorphisme, je prends un difféomorphisme, et j'impose les conditions suivantes. Donc, phi doit avoir deux séminormes de c'est un difféomorphisme, c'est clair. Donc, phi est borné, la dérivée est plus petite que quand, etc. En valeur absolue, etc. C'est un difféomorphisme. Ça c'est une hypothèse. Mais j'ai besoin de deux autres hypothèses. Première hypothèse, c'est que la séminorme de Sobolev, donc celle-ci, est finie. Et la deuxième, c'est que la séminorme de Sobolev, lambda au carré, ça est fini. Et là, j'ai un exercice d'analyse élémentaire que je ne suis pas capable de résoudre. Il semblerait que, peut-être que si c'est un difféomorphisme, l'une des conditions impliquerait l'autre. Parce que, d'une certaine manière, si c'est difféomorphisme, si phi est suffisamment lisse, alors les coefficients de Fourier, quand même, vont vers zéro d'une façon suffisamment rapide. Et donc, cela semblerait logique que c'est juste en zéro que j'ai besoin d'une condition. Donc, à ce moment-là, cela implique cela. Donc, il faudrait juste imposer cela. Mais je n'ai pas d'énoncé précis, et donc j'ai besoin des deux conditions. Donc, il serait bien de préciser le rapport logique entre elles. Et là, donc, l'énoncé, c'est que si c'est... alors, ce difféomorphisme-là, f phi préserve la classe du sinus processus. La classe du sinus processus. Et la dérivée de Radon-Nikodym, c'est des sinus processus. C'est un fonctionnel multiplicatif formé par rapport à phi. Phi de s, t moins s au carré, le produit sur des particules Ts, paire de particules, et la dérivée normale. 1 plus phi prime de s au carré. Sur une seule particule. Et donc j'ai cette dérivée de Radon-Nikodym, et ces difféomorphismes préservent la classe du sinus processus. Merci beaucoup. Vous avez encore des questions? Celles qu'on a posées de savoir ça sert pour contrôler le terme d'erreur, pour dire comment les polynômes caractéristiques sont proches des Gaussiens. Pour savoir quoi? Savoir que FI préserve... Ah non, ça ne sert pas dans l'illustration, c'est le byproduct. Non. Comment on dit byproduct en français?
Un sous-produit. Conséquence. Non, c'est pas un sous-produit. Un dommage collatéral. Buy, c'est un sous. Produit dérivé. Produit dérivé. Un produit dérivé, c'est dérivé, voilà, c'est dérivé de la preuve, donc c'est un produit dérivé. Voilà, c'est ça. Donc, non, cela, je n'utilise pas directement cela dans la preuve, mais en effet, cela joue un petit peu quand même. Et là, par ailleurs, une autre question très élémentaire que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, est-il vrai que ce groupe-là a une seule orbite dans le sinus processus, donc que presque toutes deux trajectoires de sinus processus peuvent être mises l'une dans l'autre par un tel différent. Peut-être non, mais je n'ai pas de preuve ni dans un sens ni dans un autre. Si j'ai deux réalisations du sinus processus, est-ce qu'il existe un difféomorphisme de ce groupe-là qui envoie une des réalisations dans l'autre réalisation? Peut-être non, peut-être oui, mais c'est pas clair. Moi j'ai une question. Mais... Donc c'est pas, ça n'intervient pas dans la preuve. Par contre, ce qui intervient dans la preuve, pour estimer les autres fréquences, ce qui intervient, c'est les estimations de ces produits sur deux variables. Les produits sur deux particules. Ça, ce sont des choses dont je n'ai pas parlé en détail, mais il y a les produits sur deux particules. En effet, ce qui se joue ici, c'est que, comme les valeurs propres n'aiment pas être ensemble. Les valeurs propres se repoussent. Les valeurs propres se repoussent. Donc, c'est très peu probable. Donc, si je prends le nombre des points dans un intervalle au carré, donc cela aura des queues exponentielles. Et donc, un moment exponentiel petit de ça est fini. Je signale que, par exemple, pour le processus de Poisson, c'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. Une telle espérance diverge. Parce que les particules de Poisson, ils ne s'intéressent pas l'une de l'autre. Les particules déterminantales se repoussent. Donc là, j'ai cette espérance finie et je peux contrôler, justement pour cela, les produits comme cela. Et c'est cela qui me permet de contrôler les hautes fréquences dans mon analyse. Mais c'est pas... Voilà, et c'est ce qui permet aussi de démontrer ce théorème-là. Mais c'est pas utilisé dans la preuve. Tu as fait un petit commentaire tout à l'heure, on a senti que c'était une motivation derrière entre les processus sinus et les fonctions de départ. Si, mais ça, ce serait très intéressant, effectivement, de voir. Alors, il y a, donc, par exemple, le travail d'Argan. Donc, Argan analyse le polynôme caractéristique Argan-Bélier-Bourgade, ils analysent le polynôme caractéristique de matrice aléatoire, le maximum, ils s'intéressent au maximum. Et après, ils analysent la fonction de zeta aussi. Donc, il y a, de certaine manière, il y a un énoncé métamathématique que ce qui est vrai pour le sinus processus, c'est aussi vrai pour la fonction de zeta. Mais c'est démontré dans très peu de cas. Et en effet, ça va même plus loin que les zéros. Par exemple, même les extrémas de la fonction de zeta aussi sembleraient liés aux extrémas de sinus processus. Enfin, mais ce n'est pas... il y a beaucoup plus de conjectures que de théorèmes. C'est le truc, mais c'est sur la toute première formule que tu as donnée quand tu disais qu'à loi, tu faisais les valeurs fortes pour... Tout à fait, oui. Et tu as la mesure de A, et ce que tu comptes, c'est la distance euclidienne entre les points du cercle, dans le coefficient que j'en étais pas. Répète, j'ai pas compris la question. La probable est donnée par le... Mais bien sûr, le Vandermonde, oui, bien sûr. La distance euclidienne, tout à fait. C'est la distance euclidienne. Parfaitement. C'est hyper dérangeant, hein. Enfin, je veux dire, c'est très étonnant. Si je prends un autre groupe de matrice, c'est ce que j'ai vu. Bien sûr, absolument. Et c'est encore la distance. Mais c'est quelle distance? Est-ce qu'il y a une géométrie euclidienne, non, euclidienne, ça sera toujours. Mais bien sûr. Mais tu as le Vandermonde. Non, d'accord, très bien. C'est juste un exemple qu'elle apparaisse aussi naturellement, quoi. C'est vrai que j'ai le cercle, mais là, tu as plus que le cercle. À ça, plus toute la métrique euclidienne dans le cercle. Tu fais ça gratuitement, alors tu as juste un... Mais oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Tu auras le Vandermonde. Tu auras le Vandermonde pour tout groupe classique. Oui, tu auras le Vandermonde pour tout groupe classique.
c'est parce que le jacobien, quand même, tu le calcules dans l'espace tangent. Et donc, dans l'espace tangent, tu as la géométrie euclidienne. Donc, finalement, il n'est pas très étonnant que, voilà, parce que ce qui t'intéresse, c'est le jacobien. La densité de la mesure, c'est le jacobien. Et le jacobien, tu dois agir sur l'algèbre de Lie. Tu agis pour calculer le jacobien, tu agis sur l'algèbre de Lie. Donc, il n'est pas particulièrement étonnant que tu as ces différences des développements. Voilà. Parce que tu auras les commutateurs, parce que tu as l'application dérivée, tu as le commutateur, donc tu as les différences de valeur propre. Donc c'est assez... Par contre, tu as les puissances différentes parce que tu as le cas complexe, le cas des quaternions, etc. Donc c'est ça, c'est parce que tu agis sur l'algèbre de Lie. On remercie Sacha et on va déjeuner. Allez,